Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette table ronde, cette nouvelle table ronde des mercredis de la supply chain. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour traiter de la thématique construire un entrepôt sur une friche industrielle. Donc, face au phénomène de raréfaction, on démarre bien, de raréfaction du foncier disponible pour bâtir un entrepôt, il y a une réponse qui se développe aujourd'hui. C'est celle de la reconversion des friches industrielles. Cette solution présente de nombreux avantages, mais sans doute un certain nombre de risques et d'inconvénients. Comment aborder de tels projets? Quelles sont les bonnes pratiques pour ce faire? C'est ce que nous proposons d'aborder aujourd'hui avec nos invités. Un beau plateau, nombreux, qui pourra nous faire part de sa vision et de ses retours d'expérience. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, ensuite ils vont présenter leur activité, Claude Sanson, président de la Philog, bienvenue Claude. Laurent Sabatucci, président d'Entrepôt Online, EOL. Bruno Becker, directeur des études du groupe GSE, bienvenue Bruno. Salvi Kals, directeur général de Panattoni. Et Brahim Zniber, directeur du développement de Castignac. Donc, bienvenue à tous. Alors, avant de leur passer la parole, qui nous présentent leurs activités, qu'on puisse les situer, je vous rappelle le timing de l'émission. On se donne classiquement 45 minutes d'échange entre nous. Là, vu le nombre d'invités, on pourra prolonger un peu. Vous pouvez dès à présent poser vos questions. Questions que nous regroupons habituellement à la fin des échanges entre nous, que nous pourrons déroger à cette règle éventuellement en prenant quelques questions durant notre parcours. Et ensuite, si nous n'avions pas le temps ou si les questions étaient trop nombreuses, nous n'y ayant pas répondu pendant le débat, eh bien, ces questions seront remises à l'ensemble de nos invités qui pourront revenir vers vous directement de manière à y répondre, puisque vous laissez votre adresse courriel et de manière optionnelle votre numéro de téléphone, mais généralement le courriel est l'outil le plus efficace. Alors, commençons déjà pour savoir qui sont nos hôtes. Claude Sanson, président d'Afilog. Oui, bonjour Jean, merci beaucoup. Donc Afilog est donc une association qui s'occupe plus spécifiquement de l'immobilier logistique. C'est une association qui a une grosse vingtaine d'années, qui regroupe aujourd'hui à peu près 130 membres, 130 entreprises. Ce ne sont pas toutes directement les gens qui construisent des bâtiments logistiques, puisque les gens qui construisent les bâtiments, les différents métiers, architectes, constructeurs, promoteurs, investisseurs, enfin tous les métiers qui tournent autour, représentent à peu près les 2/3 des membres d'Afilog. Et puis on a aussi un certain nombre de gros utilisateurs de mètres carrés d'entrepôts au sein d'Afilog. Et donc notre objectif étant de faire la liaison entre ce qui se passe sur le terrain et les pouvoirs publics, tant au niveau national, mais aujourd'hui pas qu'au niveau national, puisqu'on voit bien, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, que sur le terrain, sur les territoires, sur l'importance des relations qu'on doit avoir avec les différents territoires. Voilà. Merci Claude. Laurent, ça va tout de suite. Bonjour, merci Jean. EOL, c'est une société qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant, qui est l'acteur un peu historique du conseil en immobilier logistique et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. On a actuellement à peu près 800 000 mètres en développement en France, en Pologne, en Belgique, en AMO. Donc on pilote des opérations pour nos clients utilisateurs. Puis à part ça, on loue, on vend des immeubles logistiques. Et dans ces 800 000 mètres carrés, il y en a à peu près 250 000 mètres qui se développent sur des friches. Donc on a actuellement quand même pas mal de projets sur des friches industrielles. Voilà. Merci. Bruno? Oui, bonjour à tous. Alors le groupe GSE, contractant global en immobilier d'entreprise, 47 ans d'existence. C'est aujourd'hui 600 personnes, 400 personnes en France, réparties sur une quinzaine d'implantations, et 200 personnes à l'international, où nous sommes présents en Italie, en Espagne, au Portugal, en Roumanie et bien sûr en Allemagne.
Le chiffre d'affaires, on est autour de 800 millions de chiffre d'affaires. Et pour notre exercice fiscal qui va se terminer là, fin mars, on devrait atteindre le milliard de prises de commandes. Et je faisais un état justement de ces prises de commandes sur les 2 derniers exercices. On s'aperçoit quand même que plus de 25% de nos projets se réalisent sur des friches. Alors, des friches qui soit ont été développées par des collectivités locales et qui sont déjà, je dirais, prêtes à l'emploi, soit des friches développées par des opérateurs privés. Nous, dans notre scope, ou bien on arrive sur des terrains déjà, je dirais, dépollués, déconstruits, ou on a aussi dans notre scope tout l'aspect dépollution, décontamination. On va y revenir dans effectivement, cette notion de développement de friches est un terme que les néophytes ne connaissent pas ou n'illustrent pas véritablement. Salvi ? Bien, merci de votre accueil aujourd'hui. Donc, je dirige la filiale française du groupe Panattoni depuis 2 ans. Donc Panattoni, c'est le principal développeur industriel en Europe, présent dans 17 pays, société d'origine américaine au départ, et qui est implanté depuis également une vingtaine d'années sur le continent, avec une approche assez large du développement industriel, donc à la fois de la logistique, de la production, de la messagerie, des data centers, donc vraiment des locaux d'activité, l'ensemble de la gamme. Et effectivement, aujourd'hui, on va dire qu'à peu près la moitié de nos projets en France sont développés sur des friches, et on voit que à l'avenir, sans doute les 3/4, voire plus, des projets seront développés dans ce contexte-là. Très bien, merci. Brahim ? Bonjour à tous, donc Brahim Zinibert, je suis directeur du développement de Cassignac. Cassignac est une société qui a été créée en 2020. C'est une vingtaine de collaborateurs. C'est la société de gestion d'une JV qui a été créée entre un fonds d'investissement canadien qui s'appelle Brookfield et un family office qui s'appelle BTIMO. Et donc, en fait, Cassignac va gérer à la fois l'ensemble des projets en développement de cette JV. Et aujourd'hui, en fait, on a un projet phare qui s'appelle e-Valley et qui a été développé sur une ancienne friche militaire, 550 000 m² d'entrepôt. Et on va aussi à Cambrai, et on va en parler parce que c'est un très bon exemple de reconversion de friche. Et en même temps, en fait, on va acquérir des actifs soit existants, soit en développement, en VFA, pour le compte essentiellement de Brookfield, donc cet investisseur-là. En 3 ans, on a livré à peu près 350 000 m² d'entrepôt, et aujourd'hui, on a en chantier, avec entre autres GSE, on a à peu près 100 000 m² sur 3 opérations en cours. Dont l'une est aussi où on a EOL comme AMO. Donc aujourd'hui, en 3 ans, l'actif ou les actifs sous gestion de Cassignac tournent autour d'1 milliard d'euros. Donc ce qui est assez remarquable en 3 ans de temps, de passer de 0 m² à autour de 400 000 en développement et autant en acquisition et sur une valorisation de 1 milliard. Très bien. Merci à tous. On voit bien que vous allez pouvoir alimenter le propos et l'illustrer largement. Peut-être que Claude va pouvoir, dans ses fonctions, donner pas le panorama, mais l'introduction. En fait, c'est quoi une friche industrielle? Pour vraiment les néophytes, hein, et c'est quoi la reconversion d'une friche industrielle, peut-être, pour démarrer? Oui. Alors d'abord, de ce que j'ai entendu déjà autour de la table, et dans tes propos d'ailleurs, on ne parle que de friche industrielle. Alors je dirais que la friche industrielle, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisque ce n'est pas les friches industrielles qui sont les plus nombreuses, mais que ce sont les friches qui nous intéressent. Hein. Que mettons derrière? Allons-y. Oui, alors j'ai repris, parce que pour faire un peu juriste, hein, j'ai repris la définition du code de l'urbanisme. Hein. C'est la friche est tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables.
Donc on voit que l'ensemble de ces friches qui sont sur le territoire sont beaucoup plus importantes que les friches industrielles dont on parle très souvent. Alors, oui, on parle de friches militaires, on parle de... Voilà, on parle de friches militaires, de friches commerciales, de friches hospitalières, enfin, il y a différents trucs. Ensuite, l'autre point qui me paraît intéressant, c'est de voir que la logistique, puisque c'est de ça dont on parle ici aujourd'hui, la logistique a un avantage pour l'utilisation des friches par rapport à d'autres activités immobilières. C'est qu'en général, on a très peu d'enfants qui viennent dans nos bâtiments, et que donc les travaux de réhabilitation qu'on est amené à faire pour construire une friche, un bâtiment logistique, sont extrêmement moins importants que quand on doit construire du logement ou d'autres choses. Ce qui fait qu'en fait, on a une courbe qui fait qu'on peut démarrer avec des friches qui sont polluées de manière simple et un coût de réalisation, si vous voulez, qui est bien inférieur à d'autres... On a les mêmes préalables, mais la reconversion est moins coûteuse, c'est ça? La reconversion, la réhabilitation est moins coûteuse. Et on reviendra peut-être, mais dans votre champ d'intervention, les différents types de bâtiments, un peu de cette nature-là? Oui, en fait, d'un point de vue réglementaire en France, l'ensemble des bâtiments tels qu'on les développe correspondent à un usage industriel et qui est en fait le premier seuil quelque part de dépollution pour des terrains sur lesquels on peut bâtir. Il y a certains terrains sur lesquels il est impossible de bâtir parce que la contamination est trop forte, mais le premier stade de dépollution qui permet de bâtir, c'est un usage industriel et qui effectivement permet d'avoir un équilibre économique puisque nos bâtiments sont aussi assez recherchés, donc valorisés, et en même temps des travaux qui sont assez limités, beaucoup moins importants que si on faisait du résidentiel ou des crèches, des écoles ou des choses comme ça avec des usages beaucoup plus sensibles. Oui, tout à fait. Alors, pour terminer un peu ce tour d'horizon, et puis après j'aurai peut-être l'occasion, d'abord dire que chez Afilog, on a essayé de recenser le nombre de projets globaux qui sont travaillés sur des friches. Et aujourd'hui, on a 43 projets qui sont sur des friches. On en a 5 qui sont vraiment des projets. On en a 14 qui sont des projets qui sont en cours de réalisation. Et on a quand même 21 projets qui sont des projets réalisés où on a construit des bâtiments sur des friches. Et l'ensemble de tout ça représente quand même aujourd'hui 2 millions de mètres carrés. Donc c'est pas neutre, hein, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une vraie alternative au manque de foncier qu'on a et à la problématique du ZAN. Alors, si on regarde ça de manière un peu plus globale, les avantages d'utiliser des friches... On va peut-être y venir, là, c'est peut-être le cœur de notre oui, échange. Mais enfin, simplement, je vais les donner globalement. Je veux dire que, économiquement, sauf si on en parle tout à l'heure, il n'y a pas de gros avantages économiques. Sur le plan du traitement du dossier administratif, on ne peut pas dire qu'il y ait des avantages. Un des grands avantages que nous avons, et je pense qu'on en parlera, c'est l'acceptabilité des bâtiments et la reconversion des friches vis-à-vis de la population. Donc ça peut être, enfin, ça peut être l'objet d'un débat, mais ça, c'est quelque chose. Il y a un certain nombre d'inconvénients, en tout état de cause. C'est effectivement la complexité administrative qu'on rencontre pour arriver à faire avancer selon le niveau auquel on prend la friche, si elle a été déjà aménagée ou non. Et puis, c'est toute l'attention qu'on doit apporter sur le plan de la technique et des méthodes à employer. Il est bien évident que si on veut réaliser réhabiliter des friches à des coûts acceptables, il faut qu'on ait un peu de temps devant nous. Parce qu'on peut utiliser la bio, je ne sais plus comment, on peut utiliser les plantes, on peut utiliser des choses de ce type-là, mais qui vont prendre 1 ou 2 ans avant de ramener la friche dans un état classique. Donc voilà, il y a le temps et on doit faire très attention à cela. Bien évidemment, on voit tout de suite que dans le cadre des sujets qui nous intéressent en ce moment, on est quand même assez proche de ce qu'on attend sur le plan environnemental. On est dans une forme d'économie circulaire, puisqu'on réutilise du terrain. Donc ça, c'est intéressant. Et par contre, je voulais simplement signaler que ce qu'on a, nous, tiré comme observation de tout ça, c'est qu'on a un certain nombre de points de vigilance qui doivent être pris en compte. Sur le plan, je l'ai dit tout à l'heure, administratif,
sur le plan environnemental, bien évidemment, et puis sur le coût de la réalisation des travaux, parce que si on ne travaille pas bien en amont ce qui va se faire, on risque de se retrouver à la fin du projet avec des travaux qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on a imaginé au départ. Donc voilà, c'est un petit peu pour faire un tour d'horizon rapide. C'est une bonne introduction qui pourra être une conclusion d'ailleurs. Peut-être pour compléter les chiffres de Claude, j'ai regardé sur l'ensemble des transactions en 2022. Il y a eu à peu près 100 transactions au sens large. Et si on regarde les clés en main, donc les constructions, ce qui est le bon comparable finalement, il y a 5% des clés en main qui se sont réalisées sur des friches en 2022, 5%. Et si on regarde les projets qui se développent notamment en blanc, et on a 2 acteurs en face de nous qui font ce type d'opération de développement sur des friches de projets en blanc. C'est 14% des opérations en blanc qui arrivent au cours de l'année 2023 et peut-être en glissement jusque 2024, qui se font sur des friches. Donc c'est pas neutre. 14% Alors pour nos auditeurs, pour nos auditeurs, développement blanc. Je pense que Salvi autour de la table, on sait bien, mais... Voilà, je laisse peut-être Salvi compléter. En fait, le développement aujourd'hui se fait sous 2 modalités. Soit on commence par identifier un utilisateur et on construit pour lui clé en main. Soit on lance le projet en visant des caractéristiques assez standards et on commercialise l'opération au fur et à mesure, ce qui s'appelle un développement en blanc. Donc voilà, c'est un peu les 2 modalités. On n'a pas de client on se dit, il y a 80% des demandes qui correspondent à telle et telle caractéristique. On construit un bâtiment qui répond à ça et puis ça se commercialise au fur et à mesure à un ou plusieurs utilisateurs. Et c'est vrai que c'est une modalité qui permet d'aller assez vite aussi dans le processus, dans un temps où parfois les sociétés qui voudraient se positionner en clé en main mettent un petit peu de temps ou sont assez incertaines dans un environnement qui lui-même est assez volatile pour se poser. Tout à fait. C'est un phénomène français, européen Sur le blanc et le clé en main, je pense, partout dans le monde, ça fonctionne comme ça, avec des répartitions qui sont assez différentes. Je pense que peut-être aux États-Unis, on a une proportion du blanc qui est plus importante, un marché qui est peut-être plus fluide. Et en Europe, peut-être une part du clé en main qui est historiquement plus importante. Mais les choses, en France, on a vu quand même une forte poussée du blanc au cours de ces 4 ou 5 dernières années. On va voir ce que ça donne. Parce qu'il y a des sous disponibles. Oui, parce qu'il y a des sous, et puis parce qu'il y a aussi une vision du marché où on se dit que il y a une demande qui est forte, qui a du mal à se poser, et dans un contexte d'inflation forte tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est aussi une bonne façon de s'adapter quelque part à l'évolution du marché quasiment au jour le jour, alors qu'on était il y a peut-être 5 ou 10 ans dans un marché où les paramètres restaient très stables à long terme, et donc on était beaucoup plus en mesure de prévoir et d'anticiper les tendances. Bruno pourra en parler, les coûts de construction ont quand même pas mal bougé ces derniers temps. Mais peut-être pour revenir un peu sur cette question stratégique du foncier, il est important de dire que le foncier n'est pas une ressource illimitée finalement, et c'est une ressource finie. Et comme toutes les ressources non renouvelables, on doit la préserver et la recycler. Et c'est un peu l'esprit de la loi climat et résilience d'août 2021, je crois, qui a fixé 2 caps. Un premier cap à horizon 2030, qui oblige les institutions administratives, les collectivités, à réduire de moitié la consommation d'espaces naturels, espaces boisés, espaces agricoles. Ça, c'est un premier cap. Et à l'horizon 2050, de faire en sorte qu'on ait une artificialisation nette égale à 0. Et dans ce cadre-là, l'utilisation de friches trouve tout son sens, et c'est un formidable levier pour atteindre ces objectifs. Oui, mais si on peut moduler un peu le sujet, en aucun cas, les 5% ou les 10% de friches qui sont adaptées aux projets logistiques ne pourront compenser l'effet des zéro artificialisation nette des sols. Donc après, c'est plus une question, j'allais dire presque de croissance. Est-ce qu'on veut faire de la croissance ou est-ce qu'on dit qu'il ne faut pas faire de croissance? Moi, je ne suis pas capable de juger de ça, mais on ne peut pas se dire que les friches vont compenser le besoin de la création de bâtiments logistiques en France
c'est entre 1,5 et 2,5 millions de mètres carrés par an. Il est peu probable qu'on puisse trouver des friches, parce que, comme tu le dis, les ressources sont finies, mais les friches aussi sont finies. Oui. Donc il est peu probable qu'on puisse substituer, et ça se fait naturellement, hein, mais ça représentera une partie marginale d'un marché très utile, mais qui ne peut pas être on ne va pas substituer. Le marché va ralentir structurellement et les friches sont une des solutions, mais pas la seule. La hauteur est une autre solution. Mais d'ailleurs, on estime que depuis 10 ans, il y a environ 24 000 hectares d'espace naturel consommés chaque année. L'année dernière, c'était 21 000 hectares d'espace naturel consommés. Sur ces 21 000 hectares, 68% sont réservés pour l'habitat et 5% ou 25% pour l'activité économique. Et là-dedans, la logistique représente très peu. Moins de 1%. Très très peu. Moins de 1% globalement. Les chiffres, c'est 9% d'artificialisation des sols en France. On artificialise 1/1000 de la surface chaque année. Et la logistique, c'est 1/100 de ce millième. C'est ça. Voilà. Donc c'est ça dont on parle. Alors après, moi je comprends qu'on puisse dire il ne faut pas en faire plus, hein, mais l'arrêter comme le sens de la loi ZAN veut le faire, c'est un peu comme si on disait on arrête de consommer de l'énergie, on prend la décision dès 2021, parce que la loi c'est 2021, de diviser par 2 la consommation d'énergie, puisque finalement c'est un peu la même logique. Donc, et si on disait, bah, tiens, divisons par 2 la consommation d'énergie à partir de 2021, c'est un peu la même logique, donc elle n'est pas simple à mettre en œuvre. Après, sur les friches, je voulais juste compléter l'introduction de Claude. Pour moi, il y a vraiment deux sujets. Il y a les friches polluées, et là, effectivement, il y a tout un sujet spécifique. Mais il y a des friches qui ne sont pas polluées. Absolument. Et là, en fait, on se retrouve dans un cadre qui est beaucoup plus simple, avec des plannings qui peuvent être beaucoup plus... D'ailleurs, je pense, Brahim, toi, tu étais dans ce cadre-là, mais quand on voit le planning... Ah, vous aviez les deux. Bon, vous avez été fort, parce que quand je vois le planning... Enfin, voilà, je voulais juste rajouter on va peut-être rentrer dans les exemples. Cette distinction-là, quand on est utilisateur, elle est importante de se dire, attention, est-ce que je suis sur un terrain sensible d'un point de vue pollution, où là, il y a tout un arsenal à mettre en œuvre, mais je peux être sur un sujet, finalement, plus simple, de friche même logistique. Hein. Nous, là, on fait une opération... pas très loin de Rouen, où c'était un entrepôt logistique qu'on détruit, on en refait un nouveau. Donc il n'y a pas de pollution, donc on est dans des procédures qui sont beaucoup plus simples. Je vais juste préciser ce point. Est-ce qu'on a aujourd'hui, ça enrichit cette question-là, est-ce qu'on a aujourd'hui une vision des friches disponibles et de leur potentiel de reconversion par type d'activité, donc pour la logistique, ou pas? Les chiffres ne sont pas clairs. Non, mais où est-ce qu'on pourrait trouver ça? Moi je l'ai, mais je la donne qu'à mes clients. Alors non, mais c'est la question d'après. Claude disait, on n'a pas de panorama. Si, on a un panorama de ce qui est fait. Il y a quand même le CEREMA, qui est le centre électrique, qui a développé un outil qui s'appelle Carte aux friches, qui est disponible en libre service sur Internet, et qui met, en pâture 8000 friches, 8000 friches, 8 ou 1500 friches, mais qui sont de tous ordres. De tout type. Il faut aller regarder dans le détail pour savoir... Là-dedans, on a des stations-service, on a des locaux industriels qui appartiennent à des privés, il y a de tout. Donc, ça a le mérite d'exister. On a la donnée qui permet de faire un retraitement et de dire la destination potentielle de cette friche, ce serait telle ou telle. Il y a un gros travail Il y a un gros boulot derrière. Ouais. Mais bon. Après, excuse-moi, je voulais simplement signaler par rapport à cela que nous participons à des conférences régionales sur la logistique, globalement. Donc, un représentant d'Afilog est présent dans chacune des régions, au moins. Et qu'un des objectifs que nous avons dans ces conférences régionales sur la logistique, c'est d'essayer d'avoir une cartographie un peu plus précise de l'ensemble des terrains disponibles en terrain classique et aussi des friches disponibles. Donc ça, c'est très important. C'est en cours d'initialisation, comme on dit aujourd'hui. Voilà, parce qu'on n'a pas réellement. Et puis je voulais rajouter un point par rapport à ce que vous disiez les uns et les autres, et je crois que c'est Laurent qui parlait de savoir si on voulait arrêter l'économie ou non.
Et pas aussi marqué que ça, mais voilà, c'était pas aussi marqué que ça. Mais je fais un raccourci. Je fais un raccourci. Non, simplement pour dire que on parle beaucoup de réindustrialisation et que si on veut faire de la réindustrialisation, les industries qui vont se réimplanter auront les mêmes problématiques que celles que nous avons pour faire la logistique, et que par ailleurs, il n'y aura pas de vraie réindustrialisation s'il n'y a pas de logistique à côté. Donc, ça veut dire que nos besoins, ils sont quand même de toute façon extrêmement importants dans les années à venir. Et qu'il faut qu'on mette tout ce que nous avons de disponible dans les terrains classiques, dans les friches moins polluées comme les friches militaires ou des choses comme ça, ou friches commerciales, et puis les friches polluées. Ça fait partie vraiment d'un tout. Ça peut rejoindre les projets 2019 d'Édouard Philippe, territoire d'industrie. Absolument. Ça rejoint le découpage territorial est complètement cohérent. C'est l'aménagement du territoire auquel vous contribuez, en fait. C'est ça le sujet. Brahim Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, il y a deux types de friches. Il y a les premières, en fait, qui sont très bien situées autour de Paris. Donc ce genre de friche, historiquement on peut le voir, hein, tout le 93, il y a quelques années, en fait, c'était des terrains qui étaient très pollués et que le coût économique de leur dépollution n'a pas empêché aujourd'hui plein de développeurs, même en logement, à aller en fait et investir pour leur dépollution et qui ne sont même pas en usage industriel, ils sont plutôt en usage habitation. Donc aujourd'hui, en fait, on revient à une équation économique de se dire, est-ce que c'est intéressant ou pas? En Ile-de-France, n'importe quelle friche aujourd'hui, elle pourrait être intéressante, même dépolluée, et même lui changer d'usage et aller vers le logement. Pour moi, le vrai sujet, en fait, c'est les friches dans les zones secondaires. Et nous, en fait, on a un exemple type, c'est on a acheté l'ancienne usine de Goodyear, qui était en fait, c'était le dernier terrain disponible à Amiens-Nord. Et la question, en fait, c'était, le site était pollué, amianté. Et la question, en fait, qui revenait, c'est est-ce que c'est intéressant de dépolluer, de démolir, de désamianter, ou d'aller quelques kilomètres et on a des terrains qui coûtent 10 fois moins cher? Cette question-là, en fait, elle est simple. Et la réponse aussi, c'est que 90% des développeurs, surtout si on part en gris ou en blanc, ils vont se dire bah, il n'y a aucun intérêt en fait, à aller vers ce terrain-là, qui peut être un peu plus intéressant en termes de localisation, mais à 10 km, on peut développer 10 fois moins cher. Et donc le seul levier aujourd'hui pour aller dans le sens de la loi ZAN, auquel moi je suis vraiment convaincu, c'est de proposer des leviers en termes réglementaires, où on se dit, OK, sur ces terrains-là qu'on a identifiés, ou que les élus connaissent très bien, et ben en fait, on va faire un peu on va lever un certain nombre de verrous et inciter les développeurs à aller vers ces terrains-là grâce à des incitations type des autorisations beaucoup plus rapides. Et donc un développeur, au lieu de se positionner vers un terrain en fait en greenfield, ça veut dire un terrain en champ agricole, il va aller vers ce terrain-là parce qu'il sait, il va dire à son client, au bout de 6 mois, vous avez l'autorisation. Et on peut aussi inciter fiscalement les entreprises qui vont s'installer, les preneurs, et leur dire, bon, ben, en termes de taxation, vous allez être moins taxés pendant 5 ans, en fait, on va vous exonérer de taxes foncières. Sauf que ces leviers-là, ben, on ne les retrouve pas. Et donc on se retrouve dans des friches, l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure d'Amiens, c'est qu'aujourd'hui, quand on s'est positionné il y a quelques années sur le terrain d'Amiens, double peine, terrain pollué, et on a eu en fait un goéland qui a niché, et donc on s'est retrouvé sur un dossier Fonflore qui a duré 1 an, alors que si on s'était positionné sur un terrain 10 km qui était un terrain agricole, eh ben on n'aurait pas eu de sujet Fonflore, tout simplement parce que il n'y a pas de développement de Fonflore sur des terrains agricoles. Donc on paye le terrain 3 fois plus cher, on le dépollue, et en plus on se prend 1 an en fait de procédure Fonflore. En fait, l'incitation que vous évoquez comme étant une vertu n'existe pas. Les collectivités territoriales sont impliquées. Ce n'est pas au niveau des collectivités. Oui, c'est au niveau de l'État. C'est au niveau de l'État. Exactement. Et donc, les collectivités, quand vous allez les voir dans les zones secondaires, je ne parle pas en Ile-de-France, parce qu'en Ile-de-France, en fait, on a le choix. Dans les zones secondaires, les collectivités, ce qu'elles veulent,
c'est avoir de l'activité. Donc elles vont vous proposer une friche industrielle, mais elles vont vous proposer à côté un certain nombre de terrains, en fait, qui sont agricoles aujourd'hui, mais qu'ils ont fléchés en termes de PLU comme zone d'activité. Et vous, en tant que développeur, et je parle sous le contrôle de Panattoni et de Calvi, en fait, quand vous faites tourner un business plan, c'est très simple. Est-ce que vous allez aller sur un terrain pollué qui vous coûte 100 € la charge foncière, et en plus, généralement, ces friches, vous devez les payer tout de suite. Alors que le terrain de la collectivité, vous allez signer une promesse avec des conditions suspensives liées à l'obtention des autorisations, et donc vous n'avez pas d'investissement important à faire, si ce n'est les demandes d'autorisation. Donc en fait, quand vous vous positionnez en tant que développeur, forcément, la friche ne vous intéresse pas. Et donc, c'est ça, pour moi, le vrai sujet aujourd'hui. Et est-ce que vous avez des demandes de futurs destinataires des bâtiments? Alors, moi, j'ai une vision peut-être un petit peu plus balancée du sujet, parce que je trouve que, effectivement, alors, il y a peut-être aussi un élément temporel, c'est-à-dire que on sent quand même depuis 2 ans, depuis la loi climat-résilience, il y a quand même un fort basculement du point de vue de l'obtention des autorisations administratives, c'est-à-dire que c'est globalement compliqué partout, mais ça s'est beaucoup durci sur les terrains agricoles. Et on va dire que même si ce n'est pas exceptionnel, il y a une certaine stabilité sur les friches ou les terrains qui ont déjà été artificialisés, déjà construits. Et je nie pas du tout les obstacles qu'on peut rencontrer, mais je trouve qu'il y a un petit avantage aujourd'hui en termes d'autorisation sur les terrains en friche. L'autre intérêt, c'est quand même d'un point de vue utilisateur final, l'immobilier qui était auparavant vu comme un outil de travail un peu interchangeable sur lequel les entreprises étaient peut-être moins regardantes au-delà des aspects purement opérationnels sur la qualité du projet. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de sociétés qui disent oui, je veux un entrepôt avec telle et telle caractéristique physique, mais je veux aussi que ça soit un entrepôt que je peux mettre en page de garde de mon site web ou sur ma brochure corporate en disant « Regardez, on a fait un super projet, on est venu réindustrialiser une friche ou reconstruire sur de l'existant au lieu d'aller tartiner des centaines de mètres cubes de béton sur des terres agricoles. » Donc il y a quand même une demande qui se fait jour, de la même manière qu'on a aussi une demande forte sur la qualité des lieux de travail, etc. Ça va dans la même démarche. Donc je pense qu'il y a quand même un point fort là-dessus. Et le dernier aspect, je suis assez d'accord, je pense qu'il y a quand même friche et friche. Alors je ne veux pas refaire le coup du bon et mauvais chasseur ou de la bonne et la mauvaise friche. Il y a des friches qui ont un usage souvent logistique par le passé, qui ont fait l'objet d'une cessation d'activité, donc l'ensemble des problématiques pollution ont déjà été plus ou moins réglées, et avec des vendeurs qui sont aussi conscients du passif du site. Et face à ça, on a des sites avec des vendeurs qui ont l'impression d'être assis sur la poule aux œufs d'or, à tort ou à raison, avec des problématiques pollution qui ne sont pas du tout encadrées, et des sites qui ont parfois été laissés un peu en déshérence pendant longtemps, et la nature a repris ses droits, et là on se retrouve avec quelque chose qui est pire encore, à la limite, qu'un terrain agricole. C'est assez révélateur, et c'est assez contre-intuitif. Il y a beaucoup de sujets de biodiversité sur ces friches. Ouais. Parce que voilà, l'homme n'est pas intervenu pendant des années, et ça a créé un habitat favorable pour certaines espèces. C'est pas rare de trouver des chauves-souris ou des reptiles qui sont protégés. Des goélands. Des goélands, voilà. Ou de la flore intéressante. Et il faut être vigilant sur ces aspects biodiversité qui peuvent, alors pour le coup, freiner lourdement les temps d'instruction administrative. Et là, l'audit faune flore, je dirais, sur une friche, il est indispensable. Il ne faut pas croire que parce qu'on est sur un bâtiment industriel, qu'il faut s'affranchir de ça. Et pas que industriel. Je parlais tout à l'heure de e-Valley. En fait, e-Valley, c'est une opération qui est très compliquée à refaire aujourd'hui, tout simplement parce que la loi résilience, je crois que c'est Elan, qui a limité les aménagements privés à 150 hectares. e-Valley, en fait, c'est une ancienne base militaire à Cambrai. Il y en a des dizaines qui ont été fermées par Nicolas Sarkozy dans les années 2010. Et aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça
qui ont été réhabilités, en fait. Et on nous contacte, des élus nous contactent pour refaire la même chose sur Yvelay que ce qu'on a fait sur Cambrai. La difficulté, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est des zones secondaires. Et donc, si cette base militaire était aux portes de Paris, je pense qu'on aurait été... tous les développeurs de France et de Navarre auraient été sur le coup. Aujourd'hui, dans des zones secondaires, en fait, ça ne se bouscule pas. Et donc, quand on décide d'aller vers des opérations, dans des endroits comme ça, où on est convaincu, nous, en fait, que c'est la demande qui va créer l'offre, c'est l'offre qui va créer la demande, excusez-moi, et on se retrouve avec des sujets de pollution pyrotechnique, parce que l'armée, en fait, elle censure tout, mot assez fort, mais en fait, elle ne dit pas tous les tenants aboutissants du terrain que vous achetez, et surtout que vous vous retrouvez avec un sujet, là, on a un autre sujet qui s'appelle le hibou des marais, qui nous a bloqué l'instruction pendant 1 an, et du coup, aujourd'hui, on essaye de développer la zone sud. Donc, on a obtenu, après quand même 4 ans d'instruction, Yvelay. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de refaire un Yvelay bis dans le sud de la base. Aujourd'hui, on a recensé 15 espèces patrimoniales, 3 espèces protégées, et on a tout un dossier de destruction d'espèces protégées qu'on doit éventuellement envoyer à Paris. Et la vraie question, c'est de savoir, est-ce que c'est mieux de laisser un terrain aujourd'hui avec des bâtiments militaires, avec de la pollution pyrotechnique, avec une espèce protégée, ou, j'ai pas la réponse, je pose la question, ou se dire, ok, est-ce que c'est un vrai intérêt majeur de laisser cette espèce-là, et de peut-être la supprimer, et de créer de l'emploi dans une zone aujourd'hui où on est autour de 13% de chômage, 5 points plus que la moyenne nationale. Donc c'est ça la question. Et aujourd'hui, personne... Arbitrage, qui arbitre, voilà. C'est ça la question en fait. Qui arbitre, c'est la loi. Pas simple, et aujourd'hui, il n'y a pas de proposition de loi, parce que vous allez avoir toute une frange de la population qui va créer au scandale, et qui préfère laisser ça, en fait, avec toute la pollution à côté, que d'accepter d'aller plus vite sur des instructions. Oui, ce que vraiment nous considérons chez Afilog, c'est que vraiment cette non-réutilisation de la friche est une stratégie potentiellement dangereuse. Parce que ça veut dire que pendant ce temps-là, il y a une occupation, il n'y a pas d'occupation légale sur le terrain, et que par ailleurs, il y a tout un manque de surveillance qui peut conduire à plein d'actions mauvaises, quoi. Donc, et risque si elle était polluée et non dépolluée. Absolument. Et simplement, ce que je voudrais aussi remettre un peu dans le débat, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, et c'est une des actions qu'on est en train de travailler chez Afilog, c'est aussi l'aspect des recours. Parce que nous travaillons sur des friches, nous essayons de remettre, de réhabiliter ces terrains, et derrière, une fois qu'on a fait ça, en général, on a plein de recours qui viennent et qui bloquent encore les projets. Donc cet aspect des recours est aussi un sujet actuellement sur lequel nous essayons de faire bouger un petit peu les pouvoirs publics. Mais dans la loi, il n'y a pas de... Vas-y, Brian. Dans la loi, il n'y a pas de... C'est ce dont je disais tout à l'heure, c'est l'incitation. Si on proposait un texte législatif en disant, quand il y a... ou pas bloquer les recours, parce qu'on ne peut pas le faire, mais en fait réduire la capacité des tiers à faire des recours, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est sur quoi nous travaillons. Le sujet, c'est qu'il faut un moment sanctuariser des zones de développement économique. Alors que ce soit des ZAC ou que ce soit des friches, mais il faut que sur ces zones, on ne reparte pas dans des études faune-flore d'1 an, des dossiers de compensation qui sont très faciles à attaquer, parce que c'est ça le fond du problème. Il n'y a pas de solidité juridique d'un dossier d'études d'impact. Et c'est pas comme un permis de construire. Donc en fait, aujourd'hui, on est dans une situation qui est très délicate d'un point de vue juridique parce que ça n'est pas solide. Vous pouvez contester une étude faune-flore, vous pouvez contester les mesures compensatoires. Alors que ce qui devrait compter, c'est est-ce qu'à la fin, d'un point de vue faune-flore, on a amélioré les choses ou on les a dégradées. Et ce n'est pas parce que vous déplacez une espèce que vous dégradez la situation. Si vous reconstituez ailleurs une zone d'habitat, il y a des modes de compensation qui fonctionnent. Donc, en fait, on est dans cette situation où,
quand il y a un gros dossier biodiversité, aujourd'hui, il y en a systématiquement, dès qu'on est sur des tailles importantes, il y a de la biodiversité. Si votre dossier n'est pas solide juridiquement, et il n'est pas solide juridiquement aujourd'hui dans la loi, bah, vous prenez un risque énorme. Donc en fait, 4 ans, Yvalet, nous, on a accompagné Carrefour à Mondeville sur une friche PSA. Je crois que le dossier, c'est au moins 2 ans d'instruction. Donc c'est pareil, c'est très long et surtout, c'est la notion de risque. C'est que tant que vous n'êtes pas au bout du bout, on a des sujets en ce moment communs avec GSE. C'est-à-dire que même au bout du bout, bah, vous avez un recours, vous repartez pour un an. Et alors, du délai ou de l'investissement. Donc c'est 2 ans d'instruction. Un recours, c'est 1 an de traitement pour avoir une première décision, grosso modo. Puis une première décision qui peut aboutir à une deuxième décision 6 mois, 1 an plus tard. Donc on arrive sur des sujets, alors que vous respectez, enfin, les gens qui sont autour de cette table et les autres, respectent absolument toutes les lois. C'est-à-dire qu'on est dans des procédures. Nous, on travaille sur 10 pays en Europe. Et je pense que Panattoni, c'est combien tu disais? Je crois que c'est 27, voilà. Je suis quand même, moi, surpris de voir qu'on est les seuls à avoir raison, sans doute, mais les autres n'ont pas les mêmes procédures. Donc, des procédures qui sont, je crois que tu avais fait même mener une étude au sein d'Afilogue, des procédures qui sont quand même beaucoup plus simples dans d'autres pays. Les autres pays ne sont pas des dangereux criminels qui cherchent à bafouer l'ensemble des équilibres naturels. Et donc, c'est étonnant de voir qu'on n'arrive pas à avoir cette stabilité juridique. Et donc, moi, la seule proposition possible pour moi, c'est de dire il faut sanctuariser. C'est-à-dire que là où il y a une friche, il faut qu'on réduise, par exemple, une étude d'impact sur une friche, on peut se poser la question. Nous, on a eu des fouilles archéologiques sur une friche. Alors, on a une opération, là. On a donc un immeuble qui est construit, on le détruit, on veut remettre un immeuble, on met des fouilles archéologiques. Non, mais encore plus aberrant. Donc c'est quand même surprenant. Parce on a nous, des fouilles archéologiques où on nous demande de dépolluer pyrotechnique. La pollution pyrotechnique, c'est les bombes, en fait, qui ont été larguées. On nous demande de dépolluer, donc on dépollue, et après, on fait les fouilles. Et c'est nous qui payons tout ça. Et donc, imagine, et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est aberrant de se dire, il n'y a que 5%. Aujourd'hui, en fait, si on se retrousse les manches et on se concentre, je parle bien des zones secondaires. Mais qui est le marché de l'avenir, les zones secondaires? De toute façon, il n'y a plus de terrain et il n'y aura plus d'opérations à Lille, Lyon et Marseille. Donc l'avenir de nos métiers, il est là où tu es. On est convaincu dans les zones secondaires. Donc il n'y a pas de débat, c'est ça le cœur du sujet, je crois. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous êtes développeur, moi on me pose la question, pourquoi développer ici, en fait, sur cette friche-là, avec toutes les contraintes qu'on vient d'évoquer, parce que je parlais tout à l'heure de Brookfield, c'est un investisseur anglo-saxon, en fait, depuis Londres ou depuis les États-Unis, ils ont du mal à comprendre comment on va perdre 12 mois, on va payer plus cher, avec tous les risques qu'on vient de citer, alors que si on va à quelques kilomètres plus loin, on sécurise Et du coup, c'est toujours la même discussion avec un certain nombre de preneurs, c'est vrai, qui, eux, mais sur le papier, ils préfèrent être sur un site, une friche. Mais en même temps, quand vous allez commencer à discuter avec eux, s'ils ont des CSE, ils vont commencer à vous imposer, en fait, parce que les friches, faut pas, quand elles sont polluées, il y a toujours de la pollution résiduelle. Et il y a toujours, en fait, ce qu'on appelle une ARR, une analyse des risques résiduels. En fait, c'est un calcul pour savoir c'est quoi l'impact des polluants que les différents salariés vont être inhalés en fait, pendant une durée de 8 heures. Et donc vous allez avoir des compagnies américaines qui vont être très 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 strictes. Et donc si on veut arriver à l'heure qui sont plus strictes que la réglementation, et donc en fait le surcoût il sera de quelques millions d'euros. Et donc ce qui rend encore plus compliqué cette dépollution. Tous les acteurs de la supply chain sont extrêmement favorables. Non, mais l'acceptation, j'étais en train de penser, l'acceptation est... C'est vrai qu'on aimerait être entouré de plus de facilitateurs que de gens qui freinent. Une acceptation large des élus, des habitants, avec un petit côté schizophrène, faune-flore. Et effectivement, et sans doute... tout le monde a envie, on a un peu l'impression. Je vous propose peut-être, dans le timing, quitte à prolonger un peu, néanmoins de prendre des questions, parce qu'il y a un certain nombre de questions qui sont arrivées entre-temps,
Et on va continuer l'échange peut-être autour des dites questions. Hervé ? Bonjour Jean, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pourriez préciser quelles sont les contraintes ou les démarches administratives obligatoires dans le cadre de reconstruction d'une friche et préciser également les contraintes environnementales? Oula. Alors ça mérite peut-être un débat soit tout seul, mais dans les grandes lignes, oui. Non, mais on peut essayer de donner quelques éléments. Après, je pense que la démarche, elle n'est pas très différente d'une construction traditionnelle sur un terrain naturel. La difficulté, c'est que quand on part d'un terrain agricole, alors sauf cas exceptionnel et sans doute en particulier sur l'archéologie où on peut découvrir un village gaulois enterré sous le terrain, un endroit qu'on n'avait pas anticipé, mais la plupart du temps, on part d'une feuille vierge. Alors que sur une friche, quelque part, ça peut être un peu le paquet surprise. On l'achète avec en connaissance de ce qu'on a pu découvrir dans le cadre de l'audit, mais il y a toujours le moment où on démolit le bâtiment, on se rend compte qu'il y a une canalisation amiantée, qu'il y a des espèces qui étaient planquées dans un petit recoin qu'on n'avait pas vu, et tout de suite, voilà, les délais courent, la complexité augmente. Donc je pense que la vraie difficulté, c'est vraiment dans l'espèce d'état zéro du foncier, de la zone de jeu, quoi, quelque part. C'est vraiment connaître ce qu'on achète, ce sur quoi on va développer. Et à partir de là, ce qui va être compliqué aussi, ça va être la prise en compte des aspects négatifs qu'on peut découvrir dans cette analyse dans le cadre de la construction du projet. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des fondations qui vont être compliquées à retirer, il peut y avoir de la pollution résiduelle qu'on va retirer ou qu'on ne va pas retirer. Donc si on ne la retire pas, il faut effectivement, comme le disait Brahim, avoir un traitement, une vision un peu future des risques que ça peut créer. Donc voilà, c'est une espèce de panorama qui va être assez évolutif. Donc ça demande aussi d'être peut-être un peu plus multicarte que sur un développement traditionnel où on sait qu'il y a très peu d'enjeux au départ, sur un certain nombre de points, et donc on peut avoir un processus peut-être un petit peu plus industriel. Donc on va faire des choses peut-être un petit peu plus fines, peut-être un petit peu plus sur mesure, vraiment adaptées au contexte, là où on pouvait traiter des sujets de manière plus globale par ailleurs. Ce que j'entends, c'est que la réponse à la question, ce sont vous, développeurs, qui maîtrisez ce type de projet, qui savez l'ensemble des étapes à franchir et des risques et des surprises généralement malheureusement mauvaises dans ce cas-là qui peuvent survenir et les impacts. Je pense que la réponse quelque part, c'est alors je prêche pour ma paroisse, hein, mais c'est de faire appel à des spécialistes, parce que c'est ce qu'on entend. C'est quelque chose auparavant. Enfin, je pense qu'autour de la table, tout le monde a beaucoup d'expérience dans ce secteur-là, mais on a vu des gens qui arrivaient qui se disaient bon, je vais faire un entrepôt logistique, c'est facile, c'est 4 murs et un toit sur un champ de patates. Ça a pu se passer comme ça par le passé, c'est plus vraiment la façon dont ça se déroule aujourd'hui. Il y a un niveau d'exigence qui est quand même assez élevé de l'ensemble des parties prenantes, donc il faut savoir faire pour que ça réussisse. Un point positif peut-être à relever, c'est qu'en 2014, il y a eu une amélioration du Code de l'environnement qui a permis d'introduire la notion de tiers demandeur. Et en fait, auparavant, l'exploitant avait l'obligation, lorsqu'il cessait son activité, de dépolluer, de déconstruire et de remettre en état son terrain. Et aujourd'hui, la possibilité est donnée à un tiers opérateur de le faire, ce qui rend les choses plus flexibles, plus souples, avec une approche sûrement plus pragmatique de la déconstruction et de la dépollution en fonction de l'usage futur. Et ça, c'est une amélioration quand même qui est peu connue, hein, qui est très importante et qui est à faire connaître. Hein. C'est une procédure, effectivement, tu fais bien de le noter. Qui change, là pour le coup, c'est une loi qui va dans le sens de la facilitation. Exactement. Hervé ? Quelle est la part de la réhabilitation d'anciens bâtiments industriels ou logistiques dans le redéveloppement de friches, car il semble que dans la majorité des cas, on repart d'un terrain nu? Alors, je pense que là aussi, je veux bien me lancer là-dessus, mais je pense que c'est l'essentiel des projets. Ce sont des projets de démolition-reconstruction, parce qu'on a des caractéristiques physiques des bâtiments, réglementaires aussi, qui font qu'un bâtiment des années 70, à 9 mètres de haut, avec de l'amiante et une charpente en métal, pour le remettre au standard du marché aujourd'hui, ça coûte plus cher que de tout raser, recycler les matériaux et repartir d'un site déconstruit. Donc
n'y a pas vraiment d'intérêt, sauf vraiment sur des zones très denses, type première couronne, des agglomérations où on a des bâtiments qui ont une telle valeur, et le foncier une telle valeur qu'on peut travailler sur une réhabilitation. Mais j'aurais tendance à dire... La réglementation a tellement évolué Ouais. que les standards ont évolué et il est difficile d'adapter un bâtiment existant. Bon, sans compter qu'on utilise beaucoup de matériaux de récupération lors des démolitions et que c'est assez vertueux, quoi. Il y a une notion de substantialité, en fait, dans les arrêtés, dans l'ICPE. À partir du moment où vous faites des travaux qui sont considérés par le préfet comme substantiels, ça veut dire si on a un bâtiment, en fait, et on veut le réhabiliter, si la préfecture considère que ces travaux sont substantiels, il nous demande une mise en conformité de l'arrêté actuel, ce qui est extrêmement compliqué, parce qu'en fait, la réglementation a été de plus en plus compliquée et c'est rigidifié au fur des années. Donc en fait, aujourd'hui, vous vous retrouvez avec un bâtiment qui est en limite de propriété à côté, avec le voisin. Et ben, si le préfet considère que c'est des modifications substantielles, donc vous allez réhabiliter votre bâtiment, il le considère comme substantiel, il va vous demander en fait une zone de recul de 20 mètres. Donc vous allez démolir une partie de votre bâtiment. Et pareil, la substantialité, c'est un sujet qui est très compliqué parce qu'en fait, ça reste vague. Et c'est à l'interprétation des inspecteurs. Donc il peut considérer que si vous rajoutez 10% de surface, c'est substantiel. L'inspecteur lambda et l'inspecteur gamma dans une autre préfecture, il peut accepter une modification de hauteur. Et donc ce qui rend aussi le sujet de la réhabilitation des bâtiments existants compliqué. C'est sans doute possible pour de la logistique urbaine, des bâtiments. Nous, on a fait quelques opérations de logistique urbaine. Voilà. Oui, tu as raison. Donc des opérations plus urbaines. Là, on imagine plus de la restructuration de sites pour faire donc des petites unités logistiques, des zones d'approche dans des tissus urbains. Il y a beaucoup de friches finalement urbaines qui peuvent accueillir des projets logistiques et de la logistique. Pour minimiser le dernier kilomètre. Exactement. On a fait une opération dans le 12e arrondissement avec Altaria Cogedim sur à peu près 5000 m². Ils ont réhabilité et Corsalis, ils ont réhabilité le bien. Et ce site est devenu un site de logistique urbaine tout à fait fonctionnel. Et il n'a pas été, bien sûr, détruit dans le 12e arrondissement et reconstruit. Donc il y a peut-être aussi des solutions de réhabilitation et de logistique urbaine. Hervé ? Qu'en est-il des certificats carbone? Sont-ils plus avantageux dans la réhabilitation que dans le neuf? Une question. Qui veut se lancer? En termes de certif, il y a un avantage. Oui, mais sur les certificats carbone, je ne pense pas qu'il y ait de certificat carbone en cas de démolition. Ou on est peut-être passé à côté de quelque chose. Non, c'est sur les certifications. Sur les certifications environnementales, mais le certificat carbone, en fait. Sur le certificat carbone, non. Alors, je pense que quand vous dites je peux me renseigner, vous allez regarder parce que ça vous intéresse. Donc vous pourrez retourner vers l'auditeur qui nous a posé la question. Après, est-ce que le bilan carbone est plus intéressant dans le cadre d'une reconstruction sur une friche ou sur un greenfield? C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Si tu détruis, c'est pas évident. Je vous confirme que non, parce qu'on a fait l'exercice. On a aujourd'hui un bilan carbone sur l'opération de Yves-Vallée, où on a démoli un certain nombre de bâtiments, une piste, et le bilan carbone n'est pas meilleur. Parfois, il est plus compliqué, en fait, parce que quand vous démolissez, le calcul est un peu pervers. Il fait en sorte que, en fait, tout ce que vous avez emmené en décharge, il rentre dans votre bilan carbone. Donc, c'est pas... C'est pas là que se fait la différence. C'est sans doute sur la construction en elle-même où il y a des vraies marges de manœuvre, mais sur le terrain, on ne peut pas non plus tout réutiliser sur site. Effectivement, il faut tout ce qu'on peut récupérer, recycler, on doit souvent l'amener à l'extérieur, l'acier, etc. On ne va pas le fondre sur le site pour le réutiliser. Il faut le déplacer, il faut le recycler, voilà. Donc effectivement, c'est un peu lourd. Quel est l'impact temps, délai supplémentaire sur un projet de friche pollué ou pas par rapport à un projet classique? Moi, je pense pas aujourd'hui qu'il y a vraiment un gros écart de délai. Il y a un projet sur lequel on travaille et qu'on a lancé en construction il y a peu,
On a acheté le terrain en septembre 2021, déposé les autorisations en décembre 2021 et on a lancé la construction en octobre de cette année. Donc en gros, en 9 mois, on a réussi à couvrir l'ensemble des étapes, y compris démolition, etc. Mais avec un support du maire qui voyait ce site-là comme un problème à régler et qui nous a vu arriver comme une solution pour régler ce problème. Une préfecture qui était à l'écoute dans l'Oise et un écosystème local. Alors il y a eu quelques voisins qui ont un petit peu grogné parce que ils avaient un site qui était dormant depuis plusieurs années et là tout de suite on revenait créer de l'activité, donc leur pavillon était peut-être un petit peu moins silencieux qu'il l'était auparavant, mais globalement tout le monde était de bonne foi et a conclu que c'était la bonne solution pour ce site. Donc je pense que si on avait eu le même terrain au même endroit, c'est le site que vous voyez à l'écran derrière vous, on aurait eu le même site Greenfield au même endroit. Je pense qu'aujourd'hui on en sera encore à ramer pour avoir les autorisations. On aurait sans doute eu des tirs de barrage de pas mal d'acteurs locaux. Donc je pense que c'est vraiment au cas par cas. Moi, le pari que je fais au sein de ma structure, c'est que ça va plus vite. C'est pas plus simple, il faut y mettre beaucoup de... Ça se planifie, ce que vous voulez dire, c'est que ça se planifie. Oui, ça se planifie jusqu'à un certain point, comme je le disais tout à l'heure. Acheter une friche, c'est quelque part acheter aussi de l'incertitude, des découvertes fortuites. Donc il faut les intégrer dans le business plan d'une manière ou d'une autre, et puis il faut être prêt aussi à avoir les compétences pour les régler. Mais moi, je pense que ça va plus vite. Donc délai, coût, ça se planifie, hormis, et on l'anticipe. Oui, voilà, et on sait que ça va globalement plus vite. Après, vous dire combien de temps exactement, ça, je ne sais pas faire pour l'instant. En tout cas, c'est plus acceptable, c'est certain. C'est clairement. Après, ça va plus vite. Je pense que ça dépend vraiment de ce que disait Brahim. Biodiversité, pollution. Quoi. Ouais. Donc, il y a un petit audit préalable. S'il y a un sujet de biodiversité... Ça va pas le plus risque est beaucoup ça va plus pas élevé. Plus Donc, en tout cas, ça va pas plus oui, vite. Oui, ça va pas plus donc c'est vraiment le point, mais ça s'instruit et ça se regarde en amont. Mais c'est vrai que c'est plus acceptable, donc ça limite les recours. Et de toute façon, on n'aura pas le choix. Il faudra aller vers ce type de solution. Donc, et certains travaux de déconstruction, dépollution peuvent être conduits pendant les phases d'instruction. C'est certain. Mais là, il y a une question de prise de risque, quand même, d'engager. Ce qu'on a fait sur l'opération en question, on a obtenu un permis de démolir très rapidement, décorrélé du permis de construire, on a lancé la démolition tout de suite. Et quand on a obtenu les autorisations, le site était déjà démoli, prêt à construire, etc. Donc ça fait partie de l'ensemble des dispositions qu'on peut mettre en place pour essayer de compresser un peu le temps. Et je rebondis sur ce que disait Laurent tout à l'heure et Claude aussi, c'est que effectivement la France cumule un peu toutes les marottes administratives qu'on voit un peu à gauche et à droite en Europe. Après, il ne faut pas se mentir, la trajectoire est la même dans tous les pays. Oui. C'est-à-dire que les pays très faciles deviennent un peu compliqués, les pays un peu compliqués deviennent compliqués, les pays très compliqués deviennent très compliqués. Les sujets de mouettes, on a nos collègues aux Pays-Bas ont eu quelqu'un 24 heures sur 24 avec un pistolet d'alarme pour faire en sorte que les mouettes ne viennent pas se poser sur leur site parce que ça leur avait été imposé. Même dans des pays comme la Pologne où avant on avait les permis en 3 mois sans difficulté, c'est de plus en plus complexe et ça met 6 ou 9 mois. Alors ça paraît une situation rêvée par rapport à la France. Mais localement, ils s'arrachent les cheveux en se disant qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute des écologistes, etc. Donc, pour autant, c'est un mouvement qui est amorcé et qui se développe. Voilà. Puisque c'est une exigence c'est partout pareil. Voilà. Donc, même en Allemagne, nous, 50% de nos projets, ce sont des friches. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est très marqué. Et une grosse opération sur le port de Hambourg, un bâtiment multilevel qu'on a livré en 2022, c'était une grosse friche industrielle sur le port. Oui, il y a peut-être plus de friches industrielles en Allemagne, il y a plus d'industrie, donc par essence. Oui, mais en tout cas, ça nécessite quand même des capitaux. C'est quand même important de se dire aussi ce que fait Panattoni, ce qu'a fait Panattoni ou ce qu'a fait Brookfield avec BTIMO, c'est quand même pas à la portée de tous. Parce que cette prise de risque, elle est maximale. Et donc, moi, je pense que ce marché devant nous, il va être quand même réservé peut-être moins à des purs promoteurs
mais à des gens qui ont une capacité financière extrêmement forte. Parce que pour faire ce que vous avez fait sur des volumes aussi importants, il y a une prise de risque qui est très forte, financière qui est très forte, puisque effectivement, on engage des travaux d'achat, de démolition, avant même d'avoir... Pour compléter ce que tu viens de dire, et ça rejoint ce que je disais au départ, cette prise de risque, elle n'est acceptable que dans des zones avec des comparables, donc des zones aujourd'hui qui sont attractives. Elle n'est pas du tout justifiable pour un comité d'investissement sur des zones secondaires avec peu d'offres et peu de demandes. Et donc, c'est aujourd'hui, pour moi, le vrai sujet. À Lyon, à Beauvais, on est aujourd'hui quand même à 80 km de Paris. Pour quelqu'un, en fait, à New York, Beauvais, Paris, en fait, c'est à l'épaisseur du trait, quoi. Thomas Pesquet dit la même chose. Si on va, j'ai pas envie de stigmatiser un territoire qu'un autre, mais si on va dans des zones un peu plus reculées, ça va être compliqué de justifier. Il n'y aura plus de terrain, Brahim. Il n'y aura plus de terrain, donc je pense que cette tendance, elle va vite arriver. Et à moyen terme, peut-être pas à court terme. Je pense que ça va aller vite, vraiment. Je vous propose de poursuivre quelques minutes. Pour les auditeurs qui avaient prévu de nous quitter au bout d'une heure, on va poursuivre avec les quelques questions restantes. Vous aurez la possibilité de voir la fin de cette table ronde en replay. Donc d'ici quelques jours, donc, si vous étiez obligé de partir, ne soyez pas frustrés, vous aurez la capacité à entendre la fin. Voilà. Hervé, peut-être Oui, vous avez évoqué la procédure faune-flore. Pouvez-vous expliquer de quoi il s'agit ? C'est un recensement, c'est une étude, donc 4 saisons, si on est obligé de la faire, de recensement sur donc une année, sur 4 saisons, de l'ensemble de la faune et de la flore sur un site, et en fonction de ce qu'on identifie comme espèces animales et végétales, protégées ou pas, mais souvent, en fait, on trouve toujours des espèces protégées, sauf sur les terres agricoles, comme tu le disais tout à l'heure, hein, c'est d'ailleurs assez... paradoxal, mais c'est vrai que... Donc on trouve, en France en tout cas, toujours des espèces protégées, et les espèces protégées nécessitent un traitement d'évitement, de réduction du projet ou de compensation, donc une procédure qui est très lourde et qui est surtout difficile à appréhender d'un point de vue juridique, parce que assez fragile, même quand on y met le maximum d'énergie, d'investissement et de sécurité, rien ne vous garantit que ce que vous avez fait sera juridiquement valable, alors qu'un permis de construire, qui lui répond à des règles très strictes, finalement le permis, quand vous respectez l'ensemble des règles d'urbanisme, vous l'obtenez, et si vous avez un recours, c'est quand même compliqué d'aller contester le bienfait de votre permis de construire. Sur des études de faune-flore, des compensations en termes de biodiversité, c'est beaucoup plus sensible, parce qu'il n'y a pas une règle absolue, et on peut tous contester ce qui est mis en œuvre. Donc, voilà, on vit tous ça. Pas forcément mise en balance avec les avantages apportés par le projet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des espèces protégées sur le site et qu'on doit y toucher d'une manière ou d'une autre, c'est un problème. Donc, c'est clair. Alors, par de là et derrière... à valoriser. Il y a la doctrine éviter, comme vient de le dire... éviter, réduire, compenser, en fait, on trouvera toujours quelqu'un qui considère qu'on n'a pas suffisamment évité ou pas suffisamment réduit. Donc, quand vous avez un projet de 100 000 mètres carrés, en fait, est-ce que réduire et passer à 80 est suffisant ou pas? Quelqu'un d'autre va dire, avec 50, c'est déjà un bon projet. Et quelqu'un qui dira... C'est encore mieux. Voilà. Et donc, c'est ça ce que vient de dire Laurent, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes en fait attaqué, c'est très simple de dire je suis pas d'accord avec cette procédure, que de dire en fait la règle PLU dit 10 mètres de hauteur, vous vous mettez à 9,90 m, c'est compliqué d'aller expliquer au juge que en fait vous n'êtes pas d'accord avec le permis. Réduire, on n'est toujours pas d'accord. On peut en tout cas toujours bâtir des arguments qui vont dans le sens d'un recours. Et surtout, souvent, dès lors qu'il faut constituer un dossier de destruction d'espèces protégées, qui monte haut dans les administrations, on nous demande de justifier de l'intérêt général du projet. Et l'intérêt général du projet,
il n'est pas forcément évident à démontrer. C'est un projet économique qui a du sens localement, mais il y a toujours des raisons pour dire mais pourquoi vous êtes là et pas ailleurs, et pourquoi vous avez installé telle activité et pas celle-ci. Et donc, on est amené sur un terrain finalement qui est difficile à maîtriser et instable. Et on en revient un peu à ce qu'on disait au début, c'est un sujet de priorisation politique en France, quoi. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, sur le port du Havre, l'État, par le biais d'Aropa et l'ensemble de l'écosystème, investit sur l'extension de Port 2000, la création d'une chatière, d'un chantier multimodal pour faire du port vraiment un des ports moteurs sur l'ensemble de la mer du Nord. Et à côté, quand on veut installer des entrepôts à proximité des terminaux, il y a des sujets environnementaux. Alors peut-être à juste titre, mais à un moment, il faut savoir, est-ce qu'on veut avoir les entrepôts collés aux terminaux maritimes sur lesquels on est en train d'investir, ou est-ce qu'on veut les avoir à 70 km de là et faire des norias de camions, ensuite être plus loin des installations multimodales? Donc est-ce qu'on regarde avec le petit bout de la lorgnette, et il y a effectivement un contexte local qui est extrêmement sensible d'un point de vue environnemental, ou est-ce qu'on a peut-être une vision un peu globale du sujet en disant ok, il y a peut-être des endroits où on va accepter qu'il y ait une procédure qui soit plus réduite en termes de compensation, mais parce que ça permet d'éviter de mettre des camions sur les routes, de mettre les conteneurs sur des bateaux plutôt que sur des camions, de limiter le mouvement des marchandises et d'aller au plus efficace ou au plus efficient. Et c'est vrai que ce niveau-là, aujourd'hui, il est absent. Personne ne s'est saisi de ces dimensions législatives réglementaires. Non, parce qu'on a voulu rendre indépendants les autorités environnementales. Donc, à partir du moment où vous rendez indépendant, il n'y a plus d'autorité, finalement. En tout cas, l'État s'est dessaisi du pouvoir qu'il avait d'arbitrer. On est dans des situations qui sont instables. Mais nous, on a eu, par exemple, à Nîmes, un projet où il y avait 800 emplois, un projet sur une vingtaine d'hectares, bloqué pendant peut-être 1 an, parce qu'on avait un couple d'oiseaux qui nichait, le roulier d'Europe, je sais parfaitement, qui nichait sur un arbre mort. Donc, il faut bien voir le sujet dont on parle d'un point de vue espèce protégée. C'est pas des tigres blancs qui se baladent sur les terrains. C'est parfois 3 reptiles qui vous semblent assez finalement un goéland ou un hibou, c'est ça? Non, mais ce que je veux dire, c'est que bien souvent, je dis pas, encore une fois, les gens qui font ces métiers-là sont pas des gens hors sol et qui se disent la nature, c'est pas bien. Mais c'est juste qu'il faudrait être pragmatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a 3 lézards, qu'à la fin de l'opération, ces 3 lézards, on a réussi à leur trouver un terrain de compensation qui soit satisfaisant, ou des compensations qui soient satisfaisantes, il faudrait être pragmatique et que l'État puisse dire « ok, ça fonctionne ». Et en fait, c'est ça qui nous manque, c'est ce pragmatisme et cette validité formelle du projet. Et avant, encore une fois, moi je fais ça depuis longtemps, avant il n'y avait pas de problème de ce type-là, il y avait pourtant, j'imagine, les mêmes problématiques. Et aujourd'hui, on est un peu parti dans l'extrême inverse, où finalement, dès qu'on trouve une espèce protégée, même une espèce qui peut sembler finalement assez commune, on a un dossier qui devient instable juridiquement, ce que dit effectivement. C'est d'autant pas compréhensible que sur les friches, moi je serais d'accord de maintenir en fait la réglementation sur des zones naturelles. Et je aller faire un centre de loisirs en plein milieu d'une forêt, personnellement, à titre personnel, je ne suis pas d'accord. Là où je rejoins Laurent, c'est un lézard, pour reprendre ton exemple, sur une friche industrielle hyper polluée avec des métaux lourds. Même lui, je pense que c'est pas bon pour lui. Donc, c'est la question qu'on doit se poser. Oui, c'est ce pragmatisme-là. Ouais, des fois, ils aiment bien quand même. Hein. Nous, on a eu des couleuvres de Montpellier sur une décharge. C'est une véritable décharge, hein, le terrain. Eh bien, on a trouvé des espèces apparemment vraiment exceptionnelles de couleuvres qui se nichent dans les tuyaux, l'écosystème ne leur déplaisait pas, dans les plaques de fibrociment, et là elles se régalent. Peut-être 2 dernières questions. Oui, alors les caractéristiques des programmes immobiliers semblent en forte évolution pour la logistique. Besoin de mettre en œuvre des énergies bas carbone ou utilisation de l'hydrogène pour la mobilité. Quels sont vos avis sur le sujet?
nous, si je peux, nous on est chez Cassignac, on est extrêmement convaincus. On vient de signer une convention qui a été rendue publique avec Engie il y a 6 mois. Du coup, on a signé une convention avec Engie, en fait, sur Yvalet, où Engie va investir à peu près 50 millions d'euros sur une station multi-énergie avec de l'hydrogène, où on va installer en fait un champ photovoltaïque, où on va installer en fait un réseau de chaleur qui va permettre de chauffer les bâtiments et ne plus utiliser du gaz. Donc nous, chez Cassignac, on est extrêmement convaincus de ça. Les premiers baux avec Engie vont être signés cette fin de semaine. Et donc l'idée, c'est ce partenariat, en fait, le dupliquer sur tous nos projets. À partir du moment où on a un projet en développement, eh ben, on travaille main dans la main avec Engie sur la base du protocole d'accord qu'on a signé ensemble. Et donc, dès le départ, on va investir sur le fait de en fait, décarboner nos projets en développement, qui sont au passage tous certifiés à minima BREEAM Very Good. Une petite dernière, s'il reste beaucoup d'autres questions, on adressera. Et donc, pour conclure, donc, le sujet d'aujourd'hui était concentré sur l'utilisation des friches, mais la construction en hauteur n'est-elle pas aussi une solution ? Mince, un autre débat. On m'a posé la question avant le débat par rapport à j'imagine qui se peut-être. Peut-être un point là-dessus. Enfin, pour moi, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu opérationnel où c'est quand même plus compliqué de travailler sur un bâtiment à 2 niveaux qu'un seul ou plus. Hein. Et tant qu'il y aura des bâtiments, si un bâtiment à simple niveau, un bâtiment à 2 niveaux côte à côte, l'un sera privilégié sur l'autre. Le deuxième, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de PLU qui permettent d'aller beaucoup plus haut que les bâtiments tels qu'on les construit aujourd'hui. Donc compliqué. Après, je ne sais pas. Il y a peut-être un point qui est quand même à relever, c'est que les bâtiments qu'on construisait il y a 10 ans, ils faisaient 10 mètres de hauteur libre. Aujourd'hui, ils en font 12. On a pris 20% de capacité en volume sans consommer 1 mètre carré de plus, toutes choses égales par ailleurs. Donc, je pense que le bâtiment multiniveau, ça restera pour moi une niche de marché sur des marchés hyper tendus, type agglomération parisienne, peut-être Lyon, mais Laurent tout à Marseille. Le reste, ça sera plutôt effectivement travailler dans l'enveloppe du bâtiment pour l'améliorer, faire en sorte qu'on arrive à stocker un petit peu plus dans quelque chose qui sera physiquement assez ressemblant. Et c'est lié aussi à des caractéristiques techniques, des sprinklers, d'un certain nombre d'équipements qui permettent ça. Néanmoins, la petite logistique qui a limite activité PME, PMI a beaucoup de sens dans les zones périurbaines des grandes villes. Du multiniveau, oui. Oui, mais ce n'est pas forcément de la grande hauteur. Le voilà, multiniveau, ça peut forcément être... de la grande hauteur. On est sur des hauteurs entre 4 et 6 mètres, on va dire. Et sur une nouvelle un peu logistique adaptée, alors pas forcément sur des PL qui doivent monter aux étages, mais des VUL. Et ça a quand même beaucoup de sens de partir de friches. Et il y a pas mal de solutions d'intralogistique qui sont des réponses aussi aux problèmes de hauteur. Et donc ça, je pense que, nous on le voit en tout cas à travers nos projets en études, c'est quand même une forte demande qui est en train de monter en puissance et je pense que ça sera une grosse partie de l'activité logistique dans quelques années. Ça pourra nous donner l'occasion d'une autre table ronde. En tout cas, avant de vous remercier, moi j'ai retenu quelque chose, puis je vais peut-être donner à Claude la parole pour quelques éléments de conclusion, tant que c'est possible. Moi, j'ai noté quand même, il faut s'adresser avant tout à des professionnels qui maîtrisent le sujet. On l'a bien vu ce matin, c'est votre cas, et c'est pas simple. C'est vrai que les promoteurs qui sont en même temps, qui ont une capacité financière derrière, sont capables davantage de faire face à ces sujets-là. J'ai retenu des mots comme audit préalable, comme instruction du dossier, qui permet, et comme sa planification et son organisation de projet. J'ai entendu qu'il y a des techniques et des méthodes à bien maîtriser et à employer qu'on n'a pas pu recenser ou balayer, mais qui sont tout à fait importantes. Et qu'il faut quand même avoir un peu de délai de temps devant soi, même si l'anticipation et l'instruction doivent permettre de réduire ce type de risque. Donc vraiment des sujets tout à fait importants, un phénomène largement amorcé,
et sur lequel on comprend l'intérêt d'une table ronde de ce type et d'un auditoire qui était très nombreux ce matin par rapport aux tables rondes habituelles. On est à peu près au double d'auditeurs. Claude, peut-être quelques mots. J'ai un peu de difficulté à vous passer la parole à chacun, sinon on va encore passer tout un moment. En tout cas, avant de vous remercier de votre participation. Oui, les quelques mots, c'est que ce que tu disais tout à l'heure, tout de suite à l'instant, c'est que effectivement, c'est un sujet très vaste et on voit bien que très vite on aborde d'autres sujets, la hauteur des bâtiments, des choses comme ça. Donc ce sont des sujets extrêmement vastes. Ce qui me paraît extrêmement important, c'est que le secteur de l'immobilier, de la logistique est tout à fait favorable à l'utilisation des friches, au même titre que le secteur est très proactif en matière de décarbonation, en matière d'environnement et sur tous ces sujets-là. Et ce ne sont pas des sujets qu'on prend en compte là depuis 3 ou 4 ans, c'est des sujets qu'on prend en compte depuis fort longtemps et sur lesquels on est effectivement très proactif. Je rappelle simplement, puisqu'on parlait de signature, d'engagement, que Afilog et maintenant je crois que c'est 60 ou 65 membres d'Afilog ont signé une charte d'engagement environnemental qui aborde le problème du foncier, qui aborde le problème de l'environnement, de la décarbonation et de la biodiversité, donc tous les sujets dont on vient de parler aujourd'hui, et qui montre qu'on y attache beaucoup d'importance. Ce qui me paraît aussi extrêmement important, et on l'a vu tout à l'heure dans les discussions, c'est qu'il faut absolument qu'on anticipe bien et qu'on utilise les études de gens spécialisés pour essayer de prendre le moins de risques possible, et en termes économiques et en termes de délai, mais que ça ne remet pas en cause l'utilisation des friches, parce que vu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et en particulier le zéro artificialisation d'ici 20 ans ou 25 ans, il faut qu'on ait effectivement une bonne maîtrise de l'utilisation des friches, parce que ça sera le seul moyen qui nous permettra, dans un certain nombre de régions, on parlait tout à l'heure de Paris, mais à Lyon par exemple, quand on est dans la région lyonnaise, si on n'utilise pas de friches, je ne sais pas comment on va construire des bâtiments, donc il faut absolument qu'on ait tous ces aspects-là, cette maîtrise, parce que c'est ce qui nous permettra aussi de continuer à avancer. Je rajoute simplement un petit point, on a parlé tout à l'heure de zones périurbaines, et on a dit là-dessus ce qui était important. On a parlé de zones secondaires, mais moi, ce que je vois aussi qui est très important, c'est qu'on arrive à travailler de l'emploi parallèlement à cela. Parce que si on va trop loin dans un certain nombre de zones secondaires, les exploitants n'auront plus la capacité d'avoir la main-d'œuvre pour... Les bassins d'emploi et les territoires d'industrie et ce lien qu'on avait fait, effectivement. C'est extrêmement important aussi. Voilà ce que je voulais à peu près dire sur ces sujets. Merci, effectivement, riche, foisonnant. En tout cas, merci à tous les 5 pour votre participation et l'ensemble de ces éléments extrêmement riches que vous avez pu apporter à nos auditeurs. Eh bien, chers auditeurs, merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine table ronde les mercredis de la Supply Chain. Très bientôt. Au revoir.